après une première interview en 2021 qu'on avait faite ensemble, puis en 2023 et en 2024 également ensemble. Et en ce début d'année 2026, avec mon cousin Baptiste, tu donnais une interview Bonne année résistante. Alors, la question que j'ai envie de te poser, c'est à mi-année 2026, aujourd'hui, comment est-ce que tu résistes, Papé? Ben, moi, je résiste puisque j'ai un gros problème de santé, un cancer, un stade 4 découvert en mars 2024, mais grâce à la médecine et à l'intelligence artificielle, on sera amené à y revenir plus tard, je résiste. Et puis je résiste aussi, comme je suis malvoyant, en réfléchissant. En réfléchissant, et j'écris des articles sur différents blogs, on aura l'occasion d'en parler aussi. Et ça m'oblige à réfléchir. Et c'est très important parce que je ne peux pas regarder la télévision, je l'écoute plus qu'autre chose, j'écoute beaucoup la radio, oui. Mais j'ai de gros problèmes de santé, on va le dire comme ça. Et là, j'ai le choix entre soit je roule, soit je résiste. Et Masgallo est un phare, puisque lui, son mot c'était résistance, et il disait ne pas succomber à l'esprit de défaite. Et ça me parle. Et il n'y a pas que lui. Il y a Charlie Dalin, que vous connaissez, qui a gagné le Vendée Globe. Il est parti faire le Vendée Globe alors avec un cancer, et il le savait. Il a pris ses cachets d'immunothérapie, ou je ne sais plus, de thérapie ciblée avec lui. Il a non seulement résisté jusqu'au bout, mais il a gagné, il a battu le record avec 9 jours d'avance. Et il est mort un an après. Ça, ce sont des exemples qui donnent la pêche. Donc je résiste. Et ce qui nous donne la pêche aussi, c'est de te lire. Tu en es déjà à une centaine d'articles hein, à cette mi-année de rédiger. Alors, tu nous expliqueras tout à l'heure comment tu t'y prends pour être aussi productif. Mais dans ces articles, on observe qu'il y a une thématique que tu abordes particulièrement et qui te préoccupe, c'est l'avenir de la démocratie. Et donc, j'ai une première question qui est la suivante. Tu parles souvent en fait de démocratie qui meurt aujourd'hui par des glissements silencieux et non plus par des coups d'État militaires. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus aujourd'hui à l'approche de la présidentielle de 2027? Oui, alors avant de répondre à la question, je vais répondre, mais je vais dire qu'est-ce que la démocratie. C'est le pire de tous les régimes, à l'exception de tous les autres. Platon l'avait déjà dit. Euh, Alexis de Tocqueville, dans Démocratie en Amérique, au XIXe siècle, a écrit un bouquin là-dessus. Et Churchill avait dit la même chose, la démocratie est le pire de tous les régimes, à l'exception de tous les autres. Alors, ce qui m'inquiète aujourd'hui, justement, c'est que les citoyens, en général, ne se rendent pas compte de ce trésor qu'est la démocratie. Et dans des sociétés du mal-vivre, ce qui est le cas aujourd'hui, on a tendance à s'accrocher à quelqu'un, à l'autorité. Et effectivement, certains disent il nous faudrait un De Gaulle, il nous faudrait un bon dictateur, certains, heureusement pas tous, comme si ça allait résoudre le problème. Je rappelle quand même accessoirement que Hitler a été élu démocratiquement et vous avez vu comment ça résout les problèmes. Et il a été élu démocratiquement, pourquoi? Parce que l'Allemagne, après le traité de 1918, qui humiliait l'Allemagne, donc il s'est bâti sur cette humiliation et sur la perte du pouvoir d'achat, sur la crise de 1929 qui a connu beaucoup de désordre. Les Allemands étaient désespérés, ils ont élu Hitler. Je ne vous raconte pas la suite. Donc, c'est juste un exemple pour dire la démocratie, c'est quelque chose de fragile, c'est quelque chose qui prend du temps, qui suppose du dialogue, des échanges, des contradictions. Et effectivement, quelquefois, quand on voit que, bon sang, là, on ne prend pas de décision, qu'est-ce qui se passe? On a tendance à dire, ben, il nous faudrait un dictateur, au moins on saurait où aller. Voilà pourquoi. Alors pourquoi je suis inquiet sur les dérives de la démocratie? Parce que justement, les citoyens ne réalisent pas. À mon avis, moi le premier, je suis très vigilant. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que il y a tellement d'informations de partout que nous sommes complètement noyés. Et là, on préfère des choses simples, donc des politiques qui vous disent c'est très simple, voilà la solution, il faut s'en méfier comme de la peste. Malheureusement, malheureusement, ça prend bien chez nous. Pourquoi? Parce que en chacun d'entre nous, nous avons un double. Dostoïevski avait écrit
qui est un grand écrivain russe au XIXe siècle. Il avait écrit Les Frères Karamazov et autres, et un livre qui s'appelle Le Double, pour montrer que nous avons un double en nous. Alors c'est l'histoire d'un petit fonctionnaire gentil et tout, il fait bien son travail, il est aimé par tout le monde, et puis un double, il rêve un jour qu'il y a un double qui s'installe chez lui et qui petit à petit le détruit. Et là, nous avons ça à nous. Nous avons le côté positif, qui est un côté ouvert aux autres, mais qui suppose des efforts, et puis un côté différent, qui est moi et les petits oiseaux, l'individualisme, l'égoïsme. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les médias, en particulier les médias privés, les médias privés, excusez-moi, je m'engage, je dis, comme CNews, les médias privés, ils sont là pour faire du business. Les privés, c'est là, son objectif, c'est de faire du business. Bien, vous croyez qu'ils vont taper sur le côté qui nous fait réfléchir? Chez nous, ils ne sont pas fous. Pour faire du business, ils tapent de l'autre côté. Donc, sur l'émotion, la peur, là, etc. Et comme des hommes politiques instrumentalisent ces émotions négatives, il y a des émotions positives, ces émotions négatives, eh bien, c'est potentiellement dangereux à l'aube de l'élection présidentielle de 2027. Merci. Et donc, effectivement, peut-être qu'ils nous font perdre une certaine incapacité, ils nous font perdre une capacité à chercher la nuance et avoir voilà, des propos nuancés. Est-ce que ça, tu penses que c'est un risque qui peut être même plus important, un danger plus important que les complotistes eux-mêmes? Bien entendu. Bien entendu. Edgar Morin, qui est l'apôtre de la complexité, lui, il a passé sa vie à relier les choses. Et les choses sont de plus en plus difficiles à relier entre elles. Et donc, c'est complexe. Donc, il faut comprendre. Et moi, je suis, depuis très longtemps, dans cette voie de je cherche à comprendre. En 2001, 3 jours après les attentats, j'avais fait un papier sur mon ancien blog, les web du Givaudan, je cherche à comprendre, dans lequel je disais, là, on nous propose des solutions simples. Le président américain de l'époque, George Bush, dit, c'est les terroristes, il faut les tuer, etc. Et d'autres ajoutaient, ils sont fous. Et moi, je répondais, ils sont peut-être fous, mais accessoirement, ils savent conduire des avions. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Donc, devant une situation qui nous paraît désastreuse, il faut réfléchir. Et c'est dur. Oui. Et, et du coup, justement, pour réfléchir, souvent les citoyens ont bien sûr besoin d'être informés du mieux possible. Tu emploies souvent un terme qui est celui d'infodémie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment est-ce que tu le définis? Mais l'épidémie, c'est une maladie, et l'infodémie, c'est une maladie de la surinformation. Et quand on est surinformé, on est tenté de suivre des politiques qui présentent des solutions simples. Il n'y a qu'à Faucon. Il n'y a qu'à Faucon, ça amène à la catastrophe. Parce que la vie est beaucoup plus compliquée que ça. Et comme elle est compliquée, il faut qu'on réfléchisse, qu'on échange, qu'on dialogue, surtout avec les gens avec qui on n'est pas d'accord. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que dialoguer, échanger, c'est de plus en plus difficile. Et les gens se ferment, ils sont butés. Et ça, c'est ça qui est dangereux. Euh, Évidemment, le complotisme, par exemple, j'ai fait un papier sur voir quelle était la liaison entre ceux qui étaient anti-vaccins et les climato-sceptiques. Et la liaison, elle est évidente. C'est le même, sauf que pour les climato-sceptiques, la cible est un peu plus large, mais le cœur de cible, c'est le même. Et ça, c'est inquiétant, parce qu'aujourd'hui, les anti-vaccins, ils oublient une chose, c'est qu'à l'époque, moi j'avais vu une vidéo de quelqu'un qui disait « Ceux qui se font vacciner seront morts dans les 2 ans ». Moi, je me suis fait vacciner 5 fois. Je suis toujours là. En plus, donc, et pour les climato-sceptiques, c'est pareil. Ah, ça a toujours été comme ça. Ah bon? Eh bien, regardez ce que vous direz dans 5 ans ou dans 10 ans. On se donne rendez-vous. Sauf quand, au rendez-vous, moi je ne serai pas là, mais vraisemblablement, mais peu importe. Mais par contre, ils ne sont pas là au rendez-vous. Quand on les met devant leur contradiction, il n'y a plus personne. Oui, tu parles justement de changement climatique et c'est aussi un sujet sur lequel tu as pu écrire ces derniers temps et ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, il est parfois difficile de parler d'écologie, de parler d'environnement. Et donc, si ça te va, on peut aller sur quelques sujets de société.
Plutôt que parler d'écologie ou d'environnement, tu aimes parler d'habitabilité de la Terre, et tu invites à ce que cette thématique-là puisse être présente dans tous les programmes politiques. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce terme-là en particulier Je vais prendre un exemple. Nous sommes dans la maison d'Auxiac, qui est ma maison familiale, que je suis là depuis le début, depuis ma naissance quasiment. Eh bien, elle est solide cette maison. Les murs, certains ont 300 ans. Je n'ai pas trop de soucis. Mais les maisons qui ont été construites avec des matériaux modernes et qui sont, prenez l'exemple en bordure de certaines plages, et qui commencent à se fissurer. Il y en a certaines qui commencent à être détruites. Et même, je vois à Balleruc-le-Bain, par exemple, il y a un quartier où il y a des fissures dans certaines maisons. Donc, les gens qui sont climato-sceptiques, lorsqu'ils verront des fissures dans leur maison, peut-être qu'ils changeront d'avis. Hmm. Oui, et donc ouais, ça parle beaucoup plus finalement aux citoyens qu'un sujet comme l'écologie qui peut parfois être considéré comme lointain ou peu concret. Dans les grands sujets de société aussi, tu évoques souvent le sujet de l'immigration, et souvent voilà, tu aimes dire que on a tendance à survaloriser les statistiques au détriment finalement des histoires humaines qu'il peut y avoir derrière des parcours d'immigration. Comment est-ce qu'on peut recréer, selon toi, ce lien de fraternité dans une société qui se fracture? Mais la première chose, c'est déjà de dire la vérité. En matière d'immigration, les Français ont le sentiment qu'il y a un quart des Français qui sont des immigrés, alors qu'il y en a il y en a 10%. Il y a un poil de plus de 10%. Donc, il y a d'une part la vérité, la réalité, et d'autre part le ressenti. Et c'est pas simplement sur ce sujet, sur tous les sujets, il y a la vérité, la réalité, qui est de plus en plus brouillée, parce que à cause de ce qu'on a dit tout à l'heure, sur les médias qui font mal leur boulot, et les réseaux sociaux, n'en parlons plus, et aujourd'hui, et on en parlera tout à l'heure sûrement avec l'intelligence artificielle, tout se passe comme si, entre la vérité et le mensonge, il y avait un brouillard de plus en plus épais. Comment voulez-vous que les gens ne soient pas perdus là-dedans et qu'ils n'aillent pas vers des gens qui proposent des solutions simples? C'est évident. Et c'est ça, je reviens à l'importance de réfléchir, mais comme l'a dit Henry Ford et Bertrand Russell, les hommes préfèrent mourir que réfléchir. C'est une phrase que j'ai en tête depuis 50 ans et qui m'a frappé parce qu'aujourd'hui, elle est de plus en plus d'actualité. Ce qui est intéressant, c'est que là où on craint le plus l'immigration, c'est là où elle est presque inexistante, j'ai le sentiment. Est-ce que tu as enfin, par exemple, dans des espaces à la campagne, par exemple, est-ce que tu as un avis sur la question? Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi? Mais là, c'est du ressenti. À la campagne, tu prends l'exemple, à Auxiac, ici, il n'y a pratiquement aucun immigré, et les gens, ils votent au Front National à au moins un tiers, voire 40%. Excusez-moi pour les Auxiacois, je vous comprends tout à fait, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'à votre place, je ferai pareil. Enfin, sauf si je réfléchissais un petit peu. Et j'en reviens toujours à l'importance de réfléchir et de ne pas se laisser empoisonner par des gens qui vous proposent des solutions simples. Mais pourquoi ils font ça, les gens qui vous proposent des solutions? Pour avoir le pouvoir. C'est tout. Ça, c'est un but politique. Ils instrumentalisent la colère, la peur des citoyens, ils instrumentalisent la pauvreté, les inégalités de plus en plus grandes, et tout ça, c'est bien. Et c'est comme ça. Comment expliquer que le Rassemblement national fasse aujourd'hui 35% ou plus? Il n'y a que ça. Et lorsqu'on dit aujourd'hui, et là, tu me poseras peut-être la question tout à l'heure, lorsqu'on dit aujourd'hui, on ne les a pas essayés. Excusez-moi, c'est un peu court, jeune homme, comme dirait Cyrano de Bergerac. Et je raconte une histoire. À la rue, qu'un jour, je suis dans la salle d'attente d'un médecin. Vous savez, la salle d'attente, on attend 1 heure. Je connais bien. C'est pas un ami, mais c'est une connaissance bien, qui s'appelle Jacques. Et on parle, et je lui dis, mais Jacques, qu'est-ce que t'en penses de la société? Oh, j'en passe rien du tout. Je regarde plus d'informations. Tout ça ne m'intéresse pas. Ah bon? Oui, mais tu votes. Ah oui, bien sûr. Donc tu votes en toutes mes connaissances de cause. Et c'est à mon avis le principal danger. Les gens qui n'ont pas
le réflexe de s'informer, d'essayer de comprendre, et ils votent en toute méconnaissance de cause. Et ça, à la perspective de 2027, c'est très dangereux. Et d'ailleurs, cette perspective de 2027, quand en 2022, je remonte de quelques années, aux élections législatives, le député pour lequel j'avais voté, qui était un député LFI, parce que c'était le seul contre le Rassemblement national. Et il avait fait une petite réunion à Ballaruc, dans la mairie de Ballaruc, et on était deux, un collègue et moi. Et je me rappelle lui avoir dit, écoutez, vous êtes l'âge quasiment à 1 ou 2 ans près de mes petits-enfants, je vais vous parler comme à mes petits-enfants. Je ne lui avais pas dit comme ça, mais je lui avais dit, si vous continuez, vous les gens de LFI, à faire les cons, je ne vais pas dire employer le mot, à l'Assemblée nationale, actuellement, les députés du Rassemblement national paraissent plus respectables que vous. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est catastrophique. Et quand je vois aujourd'hui l'attitude de Jean-Luc Mélenchon qui dit la police tue, attention, les institutions, on y reviendra peut-être tout à l'heure, les institutions, c'est les fondations de la République. Alors, quand on s'attaque à la police, quand on s'attaque à la justice, comme le fait Marine Le Pen, comme le fait même Sarkozy maintenant, c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est comme si on sapait les fondations d'une maison. Oui, complètement. Et dans tout cet océan d'incertitude, j'aimerais reprendre une citation que tu emploies souvent d'Edgar Morin. La connaissance est une navigation dans un océan d'incertitude à travers des archipels de certitude. Finalement, comment est-ce que cette phrase résume ta philosophie de vie aujourd'hui? Ah, cette phrase, elle est là depuis plus de 30 ans. J'avais vu Edgar Morin à Paris. J'étais encore à Paris, donc il a fait 26 ans que je suis à la retraite. Donc c'est quelques années avant, mais je n'arrive pas à situer l'année exacte. Mais c'est au moins une trentaine d'années avant. J'avais retenu une chose. Quand on fait une nouvelle découverte, c'est un océan d'ignorance qui s'agrandit. Ça m'a ébarré. Et ça dit tout, ça. Ça dit tout. Ça veut dire que... et ça montre aussi les limites de notre connaissance. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Hein. Avec notre raison, on veut tout expliquer. Mais on est fou. On n'a pas cette humilité de reconnaître qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Parce qu'en nous, dans notre cerveau, il y a deux parties. Il y a la partie raison, et ça il faut réfléchir, et c'est très bien, il faut réfléchir. Je viens de le dire tout à l'heure, et je le dirai encore plus. Mais une autre partie, qui est inconsciente. Vous avez l'inconscient individuel et l'inconscient collectif. Et cette partie-là, on ne peut pas la comprendre. Et elle nous dit des choses. Elle nous dit beaucoup de choses, en particulier sur pourquoi nous sommes sur Terre. Les gens y répondent comme ils veulent, mais au moins qu'ils aient l'humilité de reconnaître qu'il y a un mur. Il y a un mur, à un moment donné. Il faut avancer dans les connaissances, de plus en plus. Et on avance de plus en plus. Mais on se bute toujours à un mur. Et si on n'a pas l'humilité de dire, là, je ne peux plus comprendre, et ce n'est pas parce que je peux le comprendre que ça n'existe pas. Donc, donc pour revenir à Edgar Morin, il voulait nous dire par là qu'effectivement, c'est une sacrée leçon d'humilité et une sacrée leçon de réflexion pour nous dire, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, les gens qui opposent des choses simples, il n'y a qu'à Faucon, il faut s'en méfier comme de la poste, comme de la peste. Attention, bien. Je ne dis pas qu'il faut se méfier de la poste, c'est le service public, il faut le conserver jusqu'au bout. Et puis j'aimerais bien, ça fait 10 ans que j'ai créé au début d'ici, que le facteur soit remplacé maintenant par un facteur numérique qui passe dans les petits villages en particulier. Je ne sais plus où j'en étais, remue-moi. Non, mais c'est intéressant. Alors, justement, tu parles de facteur numérique. Je pense que c'est l'illustration de cette proposition d'un monde qui bouge, dans lequel la technologie évolue très rapidement. Et évidemment, on observe une certaine fracture dans l'utilisation de la technologie entre les citoyens. Toi, aujourd'hui, malgré ton âge avancé, tu as fait le choix d'utiliser de manière assez active la technologie et notamment l'intelligence artificielle depuis quelques années. Et ce, malgré une maladie aux yeux, la DMLA, qui t'empêche de voir correctement. Malgré ça, tu arrives aujourd'hui à rédiger un certain nombre d'articles de vigilance. Mais peut-être par rapport à tout ça, ma question serait par rapport au risque que cette intelligence artificielle apporte. Est-ce qu'il y a des risques de voir l'humain s'effacer derrière la machine? Absolument. Mais avant de répondre à la question, je vais revenir à Internet au départ. Je suis arrivé de Paris avec un projet de retraite qui était de promouvoir l'Internet au début dans les zones rurales.
bien entendu, à commencer par la Lozère. Et j'ai créé les web des Gévaudan justement pour ça. Et un homme politique que j'avais élu à l'époque, je ne veux pas dire son nom par charité chrétienne, comme on dit, m'avait dit, Monsieur Grillet, Internet, c'est une mode. Vous voyez un petit peu d'où on vient. Bon, petit à petit, Internet s'est installé. Et maintenant, arrive l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle générative. Ne pas confondre avec l'intelligence artificielle spécialisée. L'intelligence artificielle spécialisée, elle fait très bien quelque chose. Par exemple, vous avez l'IA. L'IA, mais vous connaissez maintenant tous le terme IA, intelligence artificielle. L'intelligence, l'IA, des échecs, par exemple. Hein, en 1997, il faut que je vérifie, je crois que c'est ça, avait battu, l'IA numérique avait battu le champion du monde d'échecs. Ça, c'est l'IA spécialisée. Elle fait ça, mais elle le fait très bien. Et ensuite, vous avez l'IA générative. C'est autre chose. Je vais prendre un exemple. Je faisais une réunion chez des amis il y a 2 ans, et ils m'avaient demandé de faire une réunion sur l'intelligence artificielle, et on était 8-9, et il y avait 2 femmes en particulier, une qui s'appelait Marie-Joëlle et l'autre Marie-Ève, peu importe. Et je leur dis, Marie-Ève, tu vas me faire un couscous. Et je vais te dire, tu prends de la semoule, tu prends des saucisses, tu prends des courgettes, tu prends, etc., etc. Et puis, tu fais, tu fais le couscous. Ça, c'est l'IA spécialisée. Je lui dis exactement tout ce qu'il faut faire, à toutes les étapes. Par contre, Marie-Joëlle, je lui dis, fais-moi un couscous. C'est tout. C'est tout. Ça, c'est l'IA générative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est ça qui bouleverse tout, l'IA actuellement est capable de tout faire. Et après, on aura l'occasion d'en parler, mais c'est pas fini. Et c'est ça qui m'inquiète. Parce que j'ai fait un papier, je crois que c'était sur l'ancien blog, les web de Gévaudan, dans lequel je disais de la révolution Internet à la révolution anthropologique, intelligence artificielle. Et ça, l'intelligence artificielle est une révolution anthropologique dans la mesure où elle remet en cause l'humanité. Et on y reviendra sûrement tout à l'heure, lorsque tu me parlais de perte d'humanité et de machines humanisées. Effectivement, j'avais fait un papier là aussi, mais c'était sur l'ancien blog, que j'appelais machine humanisée ou homme machinisé. Ça dit tout, ça. Ça veut dire que si nous, on ne fait pas gaffe à ça, on va se faire machiniser, on va perdre notre capacité de réfléchir, notre cervelle, et c'est d'autant plus dangereux que c'est confortable. Mais moi-même, j'en suis tout à fait conscient. Je dirai tout à l'heure comment je fais mes articles, mais je suis très conscient, parfaitement conscient de cette dérive. Et du fait, par exemple, que quand on va sur ChatGPT, il est très gentil, ChatGPT. Et tous les agents commerciaux sont beaucoup trop gentils. Ils vont dans ton sens. Donc, pour avoir quelque chose de sérieux, il faut leur rentrer dedans. Et là, j'en profite pour répondre à la question. Tu vas me la poser tout à l'heure. Pourquoi tu fais autant d'articles? Effectivement, j'ai fait près d'une centaine d'articles depuis le 1er janvier. Le premier, c'était celui, une interview avec Baptiste, mon année résistante, sur le signe, mettre l'année sur le signe, la signe de la résistance. Et donc, vous voyez, mais comment est-ce que tu... je m'embrouille un petit peu. Et la révolution anthropologique. La révolution anthropologique, ça veut dire une révolution qui nous met en cause. Et c'est là où il faut être très attentif, parce que c'est confortable. Et comme dans une société de confort, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, laissez-vous aller, les choses sont simples, pas la peine de réfléchir, c'est extrêmement dangereux. Ça peut foutre en l'air l'humanité. Et l'IA, les agents conversationnels, c'est la 4e blessure de l'humanité. C'est la 4e blessure narcissique de l'humanité. La blessure narcissique, celle qui vous fait très mal, qui contredit tout ce que vous pensiez jusqu'ici. C'était quoi les 3 premières? Les 3 premières, c'est d'abord la planète, la Terre ronde. Jusqu'ici, on nous a appris que la Terre était plate. Lorsqu'on apprend que la Terre est ronde, au début, on ne va pas le savoir. Et puis, petit à petit, c'est... La deuxième, c'est avec Darwin, l'évolution. Là, on s'est aperçu qu'on n'arrivait pas sur Terre comme ça, mais qu'on était le produit d'une évolution, de départ, etc. Et d'ailleurs, je fais une petite référence à la Bible, ça suit bien, le 7e jour, Dieu créa l'homme. Mais avant, il avait créé le soleil, le truc, le machin, etc. On arrive en fin de course. Et cette humanité, aujourd'hui, est
est remise. Ah oui, alors, voilà, j'en suis la troisième révolution. La troisième révolution, c'est cette prise de conscience que nous avons en nous, ce que je disais tout à l'heure, une partie raison et une partie inconsciente, une partie inconsciente, collective, individuelle et collective, et c'est tout la naissance de la psychanalyse avec Freud et Jung. Jung qui a beaucoup écrit là-dessus, dont je me suis inspiré. Et ça, c'est une révolution, parce que jusqu'ici, on pensait tout pouvoir comprendre par la simple raison. Mais non, c'est plus compliqué. Alors Freud, effectivement, il a beaucoup écrit, mais peut-être pas autant que toi ces derniers temps. Euh, et justement, ça fait une vingtaine... Tu rebondis bien, Octave, c'est bien. Parce que des fois, je perds le fil, et là, ça va bien. Ça fait presque plus de 25 ans aujourd'hui que tu écris. Il me semble que c'est autour de 2001 que tu avais commencé à rédiger des papiers. Alors, à un rythme qui pouvait être régulier, mais il arrivait de te voir passer quelques mois sans sortir d'article. Là, il est plus rare de voir passer une semaine sans voir passer d'article. Comment est-ce que tu t'y prends finalement pour être aussi productif? Bien sûr, en t'aidant de l'intelligence artificielle, mais comment est-ce que tu fais sortir des papiers qui correspondent aussi aux idées que tu te fais de la société et qui ne sont pas que des idées qui sortent d'une intelligence artificielle? D'abord, j'ai la chance, comme tous les retraités, de faire ce que je veux. Formidable. On n'imagine pas la chance que c'est d'être retraité. C'est pour ça que depuis le début, je dis aux retraités, engagez-vous, pensez à vos petits-enfants, réfléchissez. Et donc, comme j'ai la chance d'avoir du temps, je passe beaucoup de temps à écouter des émissions de France Culture, d'Arte, de France 5, en particulier en société le dimanche soir, et puis c'est politique le dimanche soir, et d'autres. J'enregistre ces émissions, je fais le verbatim écrit, et ensuite je dis à ChatGPT, à partir de cette matière première d'émission, fais-moi un papier, en allant chercher tout ce que j'ai pu dire sur le sujet dans les différents blogs. Et c'est là où je réalise, je n'avais pas réalisé ça, l'importance d'avoir écrit sur des blogs depuis 25 ans. Depuis 25 ans, quand même, un quart de siècle. C'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable d'aller chercher tout ça. Et elle m'a fait des articles qui tiennent la route. Et les gens sont surpris. Parce qu'ils me disent, c'est pas possible, Pierre, tu nous bluffes. Tu vois pas, tu nous fais autant d'articles. Mais voilà l'explication. Et l'article, il est fait en 2 minutes. Alors, si tu veux, le plus difficile, c'est un peu difficile, qui demande de l'attention, c'est d'écouter l'émission. Oui, une fois que j'ai écouté l'émission, elle est écrite et puis ça roule. Oui. Et tout à l'heure, tu parlais effectivement du risque de voir un humain se robotiser, se machiniser, par exemple. Le propre de l'humain, c'est le fait d'éprouver des émotions, d'avoir un esprit critique. Comment est-ce que ces émotions peuvent être finalement mises à mal par cette intelligence artificielle? Mais elles peuvent être mises à mal parce que justement, maintenant, l'IA devient de plus intelligente. Ça m'ennuie d'employer ce mot parce que le mot intelligence, ça ne veut rien dire. Vous voyez, je fais une petite parenthèse. Ça, c'est mon deuxième petit-fils, Théo, là. C'est formidable de pouvoir parler avec mes petits-fils. Parce que actuellement, la seule. Tiens, Théo, puisque tu es là, je vais rappeler ce que tu me disais un jour au premier de l'an. Tapez, qu'est-ce que tu veux me souhaiter? Et vous voyez que ça se passe en famille. Et je lui avais dit, souhaite-moi de rester positif jusqu'au bout. Et je ne suis pas certain de pouvoir y arriver. Donc, j'ai l'humilité de le reconnaître, c'est bien gentil de le dire comme ça. Et quand on est au fond du trou, je l'ai déjà été, puis je vais inévitablement y revenir. Le seul souhait qu'on puisse me faire, c'est de rester positif, parce que je souhaite transmettre du positif. Devant cette désespérance des gens qui n'osent plus, qui s'en foutent, eh bien j'ai dit, bon sang, surtout les jeunes, relevez les manches. Et quand je vois que, je crois que c'est 50, plus de la moitié des jeunes qui ne veulent plus voter maintenant, c'est catastrophique. Le vote, c'est la seule accent de résistance que nous ayons. Tout le reste, c'est compliqué. On a beau parler par tous les bouts. Regardez par exemple, sur le climat, les manifestations sur le climat. Je participais à une manifestation en 1998 sur le climat, il y en avait partout à l'époque. Ben, vous voyez, 10 ans après, on n'en parle plus. C'est très difficile de se mobiliser. Donc, il faut qu'en nous, on ne perde jamais cette volonté de rebondir, et c'est compliqué. Mais
Mais justement, le fait de réfléchir, le fait d'échanger, le fait d'apprendre les poèmes, comme il m'arrive de le faire, à quoi que maintenant j'ai un peu moins de temps, mais oui, mais ça aide. Moi, ça m'aide à survivre. Et je dis en permanence que la vie est belle. Et tous les matins, je bénéficie le ciel, je remercie le ciel d'être en vie. Je remercie quoi? Je remercie tout simplement d'être en vie. Et c'est ça que je devrais faire. Ne jamais se désespérer. Et j'ai eu l'occasion de me désespérer dans la vie. D'abord, je n'ai jamais connu mon papa. Je n'ai jamais connu mon papa qui est... Qu'on montrera tout à l'heure, qui est au-dessus de toi. Donc, la photo que vous verrez tout à l'heure, elle m'a accompagné toute ma vie. Et ça, et d'autres, bien pire que ça, il ne faut jamais désespérer, même dans les pires circonstances. Et quand j'ai eu ma DMLA, effectivement, ça m'a coupé lorsque j'ai vu que je ne pouvais plus conduire, puis pas faire de vélo aussi. J'avoue que... Et là, il ne faut pas se désespérer, il faut avoir en soi la capacité de rebondir. Et ça me permet de faire une petite incidence, excuse-moi, Octave, pour une opinion entre les valeurs et les opinions. Les valeurs de base, qui sont liberté, égalité, fraternité, sincérité, respect de l'autre, dignité humaine. Ça, elles ne bougent pas. Ou alors, elles se confortent. Les opinions changent, par définition. Si je pensais la même chose aujourd'hui que ce que je pensais il y a 20 ans, ça veut dire que la vie ne m'aurait rien appris. Mais j'ai fait un petit débordement, alors à toi, peut-être. Oui, oui. Non, mais peut-être rester positif, effectivement, c'est ce qu'on retient et c'est le message porté par Magic System aussi. Et donc, je pense que tu arrives à, tu arrives à garder cette positivité grâce à l'intelligence artificielle. On est en famille, je le fais comme chez moi, oui. Bien sûr, il faut boire, il faut s'hydrater. Tu parles de cette positivité qui est permise notamment par l'intelligence artificielle, qui te fait réfléchir tous les jours, qui t'a soigné aussi suite à ton cancer, donc, qui a eu l'intelligence artificielle qui a des impacts assez notoires sur le secteur de la santé. Si il y a un secteur qui lui peut être plus discutable, c'est celui de l'éducation. J'ai lu dans un de tes papiers justement que tu prenais l'exemple d'un jeune Québécois de 17 ans qui s'est mis à former ses professeurs avec l'intelligence artificielle. Et finalement, c'est une sorte de bouleversement dans ce secteur de l'éducation. Est-ce que c'est une chance ou bien le signal d'un bouleversement trop rapide selon toi? Mais bouleversement trop rapide parce qu'on ne s'y est pas préparé. On nous plonge dans l'eau froide sans savoir nager. C'est un peu comme lors de l'épidémie, la pandémie en 2020. Les gens, tout d'un coup, ils sont plongés là-dedans. Certains ne pouvaient plus travailler. Ils ont été obligés d'apprendre à travailler à distance, donc d'apprendre Internet. Je dévie un petit peu. Et c'est comme si on les avait plongés dans un bassin d'eau froide. Et à ce moment-là, c'est quasiment la première fois qu'ils utilisaient des vidéos. Et ils voient arriver une vidéo de complotisme. C'est comme ça que s'est développé le complotisme. Alors ensuite, je perds le fil. Sur l'éducation, on était... Ah oui, sur l'éducation. L'éducation, c'est la base, c'est la fondation. Et aujourd'hui, excusez-moi, si j'étais ministre de discussion, de l'éducation... Le ministre des discussions? Ah oui, ça, tu arriverais bien. Oui. Des discussions aussi. Merci Octave. Il faut un peu d'humour dans la vie. Et donc je dirais, l'objectif, le seul, c'est d'apprendre l'esprit critique. Tout le reste découle de là. Et pour apprendre l'esprit critique, il faut complètement changer notre modèle d'éducation. Je me rappelle en 2001, à Marvejols, avec Internet, un jour, j'avais dit, Internet va ouvrir la connaissance, et je ne suis pas certain que les enseignants, aujourd'hui, soient capables de prendre en compte tout ça. Et je m'étais fait rentrer dedans par le directeur de, je ne me rappelle plus comment ça, un truc académique, là, je ne me rappelle plus le nom, de la Lozère, et qui m'avait dit, mais non, j'ai dit, ok, c'est bien, c'est ça, parfait. Et aujourd'hui, j'avais écrit aux politiques, même, il y a 2 ans, sur la nécessité de former les enseignants à l'intelligence artificielle. Parce qu'un enseignant, il faut qu'il soit surformé, sinon il va se faire balader par les élèves, c'est évident. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse un peu rigolote, dans mon association à la rue Clébin, ils m'ont mentionné mon anniversaire, le 6 janvier, et je leur dis,
merci de me souhaiter mon anniversaire, j'ai 6 ans. Parce que l'espérance de vie des hommes, c'est 80 ans en France, j'ai 6 ans. Et mes copains, c'est pas des petits de 6 ans, c'est des grands. Ils vont au collège et au lycée, et vous savez, ceux qui font les grands, ils font faire leur devoir par ChatGPT. Mais ils sont fous, ils vont perdre leur cervelle, ils pourront plus réfléchir. Donc, je suis parfaitement conscient de ça, et ça me paraît fondamental de former les professeurs. Et si un élève comme le Canadien, je ne me rappelle plus le nom, là, a fait un logiciel qui permet de préparer les corrections et de le corriger au professeur, et tant mieux. Maintenant, au professeur d'intégrer bien ça. Alors, des élèves qui aident les professeurs à se former à l'intelligence artificielle, c'est formidable. C'est formidable. Et ça pose une question finalement aussi, toute cette intelligence artificielle, elle pose une question qui est celle de la souveraineté, qui est un petit peu le dernier axe que je voulais discuter avec toi, Papé. Euh, Aujourd'hui, les géants de l'intelligence artificielle sont pour beaucoup des acteurs américains ou bien chinois. L'Europe peine à trouver une place dans cette course effrénée à la technologie. Comment est-ce que tu vois finalement la place de l'Europe, du vieux continent, dans toute cette course? Elle est vitale. Alors qu'aujourd'hui, elle est vitale, parce qu'aujourd'hui, on passe sous les fourches codines des algorithmes américains, et le jour de Trump, vous avez vu maintenant la collusion entre les multinationales américaines de numérique et le pouvoir politique, c'est catastrophique. Eh bien, un jour, parce que de la même façon que sur un contrôleur, il augmente les droits de douane, un peu joli, ben, allez, je vais demander à machin de couper le robinet de telle plateforme, que ce soit peu importe laquelle. Eh bien, ah merde, oh, tiens, on ne peut plus avoir accès à ça. Oui, le jour, il est urgentissime qu'on s'aperçoive de ça. Donc, en Europe, il est urgent de construire un écosystème numérique. L'écosystème numérique, ça comprend tout. Les infrastructures hard, soft et comment dirais-je, et les argents, je ne sais pas le mot, quoi, enfin tout ce que fait actuellement, tout ce que font les grandes plateformes américaines. C'est vital. Et c'est d'autant plus vital que l'Europe est encore le seul continent à avoir des valeurs, à conserver quelques valeurs. Bon, malheureusement, qui s'effritent de plus en plus. Et, et ces valeurs sont absolument indispensables. Il faut préserver l'éthique. Et là, je fais référence au pape Benoît non, c'est pas Benoît, c'est Léon XIV, Léon XIV, qui oui. vient de faire une encyclique sur Magnificat Vita, Mm. qui, il avait invité d'ailleurs un des grands pontes de l'intelligence artificielle américaine, c'est dire que pour bien marteler, il n'est pas contre l'intelligence artificielle, au contraire, mais pas marteler les risques et marteler l'importance de conserver une éthique, c'est fondamental. Et rédigé avec intelligence artificielle en plus, il me semble. Mais bien sûr, Mm. enfin en partie, En parce que partie. là aussi, il faut toujours avoir un œil sur l'intelligence artificielle, et ça c'est compliqué. Il ne faut surtout pas la laisser faire toute seule. C'est ça qui est catastrophique. Parce qu'encore une fois, c'est tellement confortable, ça évite de réfléchir. Et encore une fois, les hommes préfèrent mourir que réfléchir. Ça, il faut l'avoir en permanence en tête. Oui. Pour revenir sur les sujets de souveraineté, alors on connaît bien de ta bouche le mot des webs du Gévaudan, qui est le blog que tu avais créé il y a une bonne vingtaine d'années maintenant. En 2016, tu avais fait le choix de créer un second blog du côté de chez Pierre. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu l'avais créé et pourquoi tu as décidé de le réactiver dernièrement? Je l'avais créé à l'occasion de l'élection de Donald Trump en novembre 2016. Et j'avais écrit un article, à l'époque, son grand truc, c'était America First. Et moi, j'ai écrit un article, Europa First, pour faire prendre conscience que c'était peut-être une opportunité pour l'Europe de se réveiller et de enfin créer une véritable Europe. Et c'est tout. Alors pourquoi je l'ai abandonné? Parce que j'étais tellement habitué à écrire sur le web de Gévaudan que par fainéantise, j'ai continué à écrire sur le blog web de Gévaudan. Et puis petit à petit, je me suis aperçu que j'écrivais sur ce blog des articles qui n'avaient plus rien à voir avec l'objectif de ce blog. Alors je me dis, ça colle pas. Et je me suis rappelé que j'avais ouvert du côté de chez Pierre, que j'ai réactivé 1er janvier 2026. D'accord.
Et donc du côté de chez Pierre, sur lequel tu défends cette idée d'Europe First, comment est-ce que l'Europe peut, selon toi, assurer sa propre sécurité? Alors, la défense européenne, mais on va en parler tout à l'heure à propos de souveraineté, justement. Il faut la souveraineté européenne dans plusieurs domaines. On va les détailler tout à l'heure. Sachant qu'il faut aussi de la souveraineté nationale dans d'autres domaines, comme l'éducation, comme la police, la justice, etc. Est-ce que tu peux les citer, ces quelques domaines qui nécessitent de la souveraineté européenne? Ben, tu as la défense, évidemment. Tu as l'intelligence artificielle, évidentissime, face aux géants américains. Et là, la France peut être un fer de lance dans ça, parce qu'on a des cerveaux en France. Et ailleurs aussi, d'ailleurs. Mais en France, on a aussi un agent conversationnel qui s'appelle, de la société Mistral, qui s'appelle le chat. Et donc, il faut le savoir, il faut le faire connaître, ça. Donc en France, on a les chercheurs, on a tout ce qu'il faut. On est même des chercheurs qui sont plus brillants que les chercheurs américains. La preuve, c'est que jusqu'ici, les chercheurs américains, les grandes multinationales américaines embauchaient des chercheurs français, comme, comment s'appelle-t-il, hein, celui qui était directeur de... Yann Lequin? Yann Lequin. Yann Lequin, qui est un sacré poste chez Meta, et qui est revenu en France depuis 2 ans, qui a créé sa société. Donc, le problème, c'est qu'il faut prendre conscience que ces gens-là, il faut bien les payer. Rendez-vous compte, il y a des écarts de salaire entre ce qu'on les paye en France et ce qu'on les paye aux États-Unis, qui font que n'importe qui est attiré par ça. Donc, si on a conscience de l'importance d'avoir une souveraineté numérique, et Dieu sait c'est important parce que les Chinois et les Américains, eux, la réglementation, ils ne veulent pas. Ils disent que ça entrave l'imagination, ça entrave la poursuite du développement de l'IA. Pas complètement faux, mais il y a des limites. Et donc, c'est complètement essentiel d'avoir une souveraineté européenne. Donc souveraineté européenne sur les aspects technologiques, tu en as beaucoup parlé. Sur le sujet de la défense, qu'est-ce que tu penses que l'Europe peut faire aujourd'hui? Mais l'Europe, c'est un peu lié avec l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'une armée aujourd'hui? C'est l'armée physique, mais c'est de plus en plus une armée, comment dirais-je, numérique. Vous voyez un peu la déstabilisation dans les attaques. C'est pour ça que toutes les entreprises se protègent en cybersécurité, en sécurité. Et qu'est-ce que c'est important? Je prends un autre exemple. Tout récent, hier, je portais plainte dans une gendarmerie. Et le gendarme, il a pris 1 heure et demie à prendre mon témoignage. Il écrivait comme il pouvait, le pauvre, 1 heure et demie. Et je lui ai dit, mais si vous aviez des systèmes basiques d'enregistrement oral pour eux, ça vous ferait gagner un temps fou. Et des systèmes un peu plus sophistiqués. Il m'a dit, oui, on va y aller, mais ce qui nous inquiète le plus, c'est la sécurité. De bien verrouiller ces systèmes-là. Et on le voit bien aujourd'hui. Les attaques dans les hôpitaux, comme ça s'est passé en France, comme ça s'est passé dans d'autres pays. Et ça c'est encore plus important que l'armée. Non, tout est important. L'armée aussi. Et puis la défense aussi. Il faut une défense nucléaire européenne. Et ça, je rebondis un peu sur en 1963, au Collège d'études fédéralistes, où nous étions 17 nationalités différentes. Et les Italiens en particulier, ils en avaient contre De Gaulle, qui avait lancé le nucléaire en 1960. Et je leur avais dit à l'époque, un jour ce sera peut-être une chance, une rampe de lancement de la force de frappe européenne. Mais on en est là aujourd'hui. Et donc, oui aussi, d'un point de vue de la défense, ce qu'on voit aussi sur le continent européen, c'est une Ukraine qui résiste face à l'affront russe. Comment est-ce que, enfin, qu'est-ce que ça t'inspire finalement, cette résistance ukrainienne? Mais les Ukrainiens se battent pour leur liberté et pour la nôtre. Et là, on n'a pas conscience. Alors, j'avais appris 2 poèmes du plus grand poète ukrainien, je ne vais pas les redire parce que ce serait trop long, que vous verrez sur ma chaîne YouTube, 2 poèmes de Taras Shevchenko qui disent tout. Ils disent tout. Il est enfermé au fin fond de la Russie parce qu'il disait des choses qui ne plaisaient pas aux Russes. À l'époque, c'était pas la Russie actuelle, c'était pas même l'Union soviétique, c'était les tsars. Et il y a cette culture russe d'impérialisme.
C'est comme ça. Et lorsque j'entends dire, ah mais les Russes ils vont s'arrêter en Ukraine, mais ils ne connaissent pas l'histoire. Quand on ne connaît pas l'histoire, on se raconte des histoires et ça fait des histoires, c'est essentiel. Et aujourd'hui, l'histoire doit être une des priorités dans l'enseignement. Aujourd'hui, j'y reviens, alors qu'elle est délaissée. C'est catastrophique. Aujourd'hui, les jeunes, et même toi, tu es brillant, tu as fait de brillantes études, mais je suis sûr qu'il y a un paquet de pans d'histoire que tu ne connais pas. Et c'est fondamental l'histoire. Oui, tout à fait. Donc, les Ukrainiens, bien sûr qu'il faut les aider, bien sûr. Et là, je reviens directement à l'élection présidentielle, parce que, pour faire court, le sujet numéro un qui me préoccupe, c'est la construction de l'Europe. Tout dépend de là. Le défi, la défense, la sécurité, oui bien sûr, on vient de le voir, l'autonomie et l'intelligence artificielle, et l'environnement. On n'a pas parlé d'environnement, mais aujourd'hui, comment, c'est déjà au niveau du continent européen, il faudrait le prendre au niveau mondial, c'est évidentissime. Oui, effectivement, et on a l'impression, le sentiment que, avec tous les sujets technologiques que tu évoquais auparavant, on a des États qui perdent petit à petit le contrôle des règles du jeu. Alors, on peut avoir cette réflexion sur le secteur technologique, mais il me semble que tu les as aussi sur le secteur spatial, notamment. Et je crois que tu t'inquiètes pas mal de la privatisation de l'espace par des grands groupes ou des fonds spéculatifs qui voilà, vont à la conquête de l'espace. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bien sûr. Moi, j'ai vécu le lancement du premier Sputnik en 1957. Ensuite, il y a eu un animal dans les plats, c'était une chienne qui s'appelait Leka. Ensuite, Yuri Gagarin en 1961. Et là, les Américains ont vu que les Russes avaient de l'avance et Kennedy est arrivé, il a fixé un objectif, un homme sur la Lune d'ici la fin de la décennie. Mais ça, c'était les États qui faisaient ça. En Russie, c'était l'État qui avait fait. Aux États-Unis, c'est la même chose. Et petit à petit, il y a eu un glissement de l'État vers des sociétés privées. Aujourd'hui, la NASA ne peut plus rien faire sans l'aide de Elon Musk. Vous vous rendez compte? Sans l'aide d'un privé. Un privé, il fait ce qu'il veut. Regardez ce qu'il a fait en Ukraine il y a quelques années, là, où il avait un système de protection, je ne connais pas exactement, par satellite, qui permettait de bien voir, se renseigner, tous les renseignements sur l'offensive russe. Un jour, il a coupé le truc, il l'a rétabli depuis. C'est catastrophique. C'est un privé mais ça c'est antidémocratique. C'est complètement antidémocratique. On l'a pas élu, ce privé. C'est ça la démocratie. Il faut donner le pouvoir aux gens qu'on élit. Et la privatisation de l'espace, comme la privatisation du monde, c'est catastrophique. Il faut avoir conscience de tout ça. Et l'Europe est donc sujet numéro un, mais je fais des déviations. Vas-y, Octave. Oui, je vois qu'on arrive à la fin de notre échange et est-ce qu'il y aurait peut-être quelques mots que tu voudrais nous partager pour conclure cette belle discussion? Je voudrais déjà revenir sur 2027 parce que ça me préoccupe depuis très longtemps. En 2027, moi je considère que l'Europe est number one parce que tout découle de là. Alors le reste c'est très important aussi, mais l'immigration, tout ça, c'est très important. Le vivre ensemble, la prise en compte du pouvoir d'achat, c'est très important. Même numéro un, l'Europe. Et pourquoi je mets l'Europe en numéro un? D'abord, j'ai cette pensée de Churchill en 1940, auquel on reprochait d'être allé au secours de Staline, qui était son pire ennemi. Et Churchill a répondu, quand on a un ennemi supérieur, on ne regarde pas ça. Ce n'est pas des broutilles, mais on ne regarde pas ça, on passe au-dessus. Et aujourd'hui, ce n'est pas véritablement un ennemi supérieur, mais c'est un objectif supérieur, c'est l'Europe. Tout découle de là, évidemment, parce qu'il y a énormément de sujets qui peuvent être pas en compte, ce qui n'empêche pas qu'effectivement, la France doit garder des souverainetés. Alors je voulais dire par là qu'aujourd'hui, ce que je dis, ce n'est pas d'aujourd'hui, pour les élections de 2027, si on considère que le numéro un, c'est la consolidation de l'Europe, je regarde quels sont dans l'éventail des partis politiques, quels sont ceux qui sont plus ou moins européens. Et pour moi, ça va, je dis mes convictions, après je peux me tromper encore, c'est des opinions tout ça. Il faut bien faire la différence entre valeurs et opinions. C'est une opinion, mais pour moi c'est une conviction.
Eh bien, les partis politiques, comme je veux même pro-européens, il y en a qui sont complètement, comme Renaissance, comme les socialistes, comme les écologistes, et d'autres qui le sont un peu moins. Mais en gros, c'est l'arc de cercle qui va d'horizon aux écologistes. Et là, j'enlève aux deux extrêmes le parti Rassemblement National. On a vu un peu, il y a qu'à voir ses votes au Parlement européen. Renseignez-vous si vous n'êtes pas au courant. Et puis j'exclus aussi LFI. Et j'exclus surtout Jean-Luc Mélenchon dans LFI parce que les autres, moi je connais des députés des LFI qui posent de vraies questions à l'Assemblée. Ils sont d'utilité publique quelquefois, mais ils sont tellement sous l'emprise de Mélenchon que Mélenchon, on ne peut pas le suivre, c'est pas possible. Et il a des positions un petit peu ambiguës vis-à-vis de l'Ukraine et de la Russie. Ça ne va pas. Et le Parti communiste aussi, mais ça c'est pour des raisons historiques. Ok. Euh, Tout à l'heure, ce serait ma dernière question, hein, tu nous as parlé de ton père dont la photo est juste au-dessus de toi. Je vais le montrer tout de suite. Qu'est-ce que tout ça t'inspire aujourd'hui? Eh bien, mon père, je ne l'ai pas connu, il était gendarme, il a été tué pendant la guerre. J'avais 2 ans et j'ai été élevé par ma mère seulement. Et mon père, il était dans moi toute ma vie, en particulier quand j'étais jeune. Et comme j'étais publié de la Nation et que maman n'avait pas très peu d'argent, je suis perpétuellement en reconnaissance de maman de m'avoir permis excusez-moi, je veux dire, de faire quelques études qui, et, et c'est là, de façon plus générale. Je veux dire par là que les gens qui ont eu des épreuves, moi c'était des épreuves, mais il y en a, encore une fois, je ne me plains pas, il y a des gens qui ont eu tellement pire que moi, tellement pire que moi. Mais je remarque une chose, que les gens qui avaient eu des épreuves, aujourd'hui, ils étaient résistants, ils étaient bienveillants. Et ce sont eux qui donnent la pêche. Et donc, encore une fois, mes épreuves, c'est rien par rapport à ce que d'autres ont connu. Mais je parle de façon générale. Et là, c'est un message, moi, que je veux donner aux jeunes générations. Résister, résister. Rappelez-vous Masgallo, l'esprit de défaite. Pas d'esprit de défaite. Lorsqu'on entend dire, ah ben non, l'Europe elle est foutue. Non, c'est peut-être difficile, peut-être impossible, c'est tout ce qu'on veut. Mais il ne faut pas oublier cette pensée de Schopenhauer qui m'a suivi toute ma vie. Toute idée innovante chemine en 3 étapes. La première, elle est ridiculisée. La deuxième, elle subit une forte opposition. La troisième, c'est une évidence pour tout le monde. Donc les jeunes, j'ai toujours dit de tout temps, même avant l'intelligence artificielle, qu'il n'y a que les jeunes pour nous sortir, excusez-moi, de ce bordel, j'emploie des mots, mais c'est ce que je pense, et je le dis de plus en plus, il n'y a que vous les jeunes, donc réfléchissez, allez voter, ne vous laissez pas, réfléchissez, renseignez-vous même vous êtes capable de réfléchir, donc je vous fais entièrement confiance, voilà mon message, que j'essaie Merci. de dire avec beaucoup d'humilité, et c'est pas faire un droit du tout, c'est dire simplement ce que je pense et que je veux transmettre. Merci, Papé. Compte sur nous pour résister et très bonne fin d'année 2026 résistante. Merci beaucoup, Octave, c'est super.